Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Généry, tentative de passage de Paul, ça y est. Ah, il se tente de passer. C'est prévisible, c'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il Il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère, accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Tough time never left. Only tough people left. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Eh ben, un énorme merci à vous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. En tout cas, ça y est, maintenant les vacances sont terminées. D'ailleurs, il commence même à faire un petit peu froid, il pleut. Alors, je parle pour la F1 parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont toujours pas partis ou qui y sont encore. On leur souhaite plein de bonheur. En tout cas, eh bien, nous, ça y est, on se retrouve à Zandvoort après ce week-end de course. C'était la rentrée pour les pilotes avec un format avec une course sprint aux Pays-Bas. Eh bien, qu'est-ce qu'on a pu voir ce week-end ? On a pu voir que McLaren était décidément en forme, puisque c'est la deuxième victoire consécutive de Lando Norris. On n'y croyait pas trop déjà en Hongrie, mais là, ça y est, qu'est-ce qui se passe côté McLaren ? Et puis, encore une fois, pour Mercedes, on se répète, mais c'est un petit peu en recul, sans même parler un petit peu de George Russell. Pour Ferrari, on se répète aussi, mais ça gâche encore un petit peu. Est-ce que ça serait encore le retour des démons de la Scuderia ? On a pu voir aussi que Red Bull était en difficulté, que ce soit sur les rings de boxe ou sur les pistes humides. Et on a pu voir aussi beaucoup d'autres choses. En tout cas, pour parler de tout ça, on retrouve les consultants que le monde entier nous envie. On va commencer par Lance Stroll, qui est futur candidat à la présidence de la FIFA. Je crois qu'il y a les élections qui arrivent. Comment vas-tu, Lance ? Ça va. Bonjour, bonsoir à tout le monde. En forme, parce que moi je suis encore en vacances. Je reprends en même temps que les enfants, donc ça va. Mais là, en ce moment, du côté de Paris, nous on n'aura pas de circuit urbain comme Madrid, malheureusement. Mais en tout cas, on est là. On est là pour la rentrée. Ok, avec nous aussi Takuma. Takuma, comment vas-tu ? Alors on sait que tu animes, tu es un expert en football écossais. La saison a repris. Comment ça se passe ? Eh ben, déjà, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices et les personnes entre les deux, pour reprendre une formule de Norbert Feuillant sur Warner TV. Personne n'aura la ref, sauf si vous mettez du catch. Je sais que donc personne n'aura la ref, mais oui, c'est cadeau. T'aurais pu faire un truc en hommage à Bouvard quand même, mais bon. Une question de Madame Belpère de Loche. Voilà, c'est cadeau. Merci, j'en attendais pas tant. Tu demandes. Bravo. Oui, la saison a repris. Si tu as moins de 20 ans, tu n'as pas compris cette blague. Si tu as moins de 20 ans, tu ne dois pas écouter les grosses têtes, je pense, déjà de base. Je pense que c'est vrai que tu es déjà vieux finalement. À 20 ans, tu es déjà vieux. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et oui, la saison a repris en Écosse. Je mate d'ailleurs actuellement le Celtic qui joue en Ligue des Champions, donc j'ai un écran là-dessus. Et sachez que le lendemain de l'enregistrement, le mercredi, l'Olympique Lyonnais et Hearts jouent en Coupe d'Europe le même soir. Donc peut-être que c'est ma dernière émission avant que je me jette du haut du viaduc de ma ville après cette soirée de sport. On n'est pas à l'abri. Attention, ils s'affrontent pas. Non, c'est des matchs distincts. Deux matchs différents. C'est le match différent. Avec des enjeux, voilà. Avec de l'enjeu, ça va pas être simple. Ah, écoutez. Nous verrons. Mais très content de retrouver la belle bande de la Formule 1. Ça m'avait manqué. Écoute, avec plaisir. Avec nous aussi, Suzanne Lou,
qui nous avait fait faux bond sur la dernière émission, mais qui revient et ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Comment ça va ? Très contente de faire ma rentrée comme Lens, c'est pas encore ma rentrée du travail, mais donc ravie de faire ma rentrée Formule 1 avec mon pic à brochette et mon petit tablier de barbecue. J'ai tenté une blague, pas du tout marché, je suis désolée. Voilà, j'étais contente de reprendre à Zandvoort et ça fait plaisir de retrouver quand même un petit rendez-vous du dimanche. Okay. Ça m'a manqué. Ok, c'est bien. Et avec nous, un nouveau en la personne de Nico Grosberg. Ça fait plaisir de te retrouver. Nico, comment vas-tu ? Salut tout le monde, merci pour l'accueil, très bien. Pas encore en vacances, moi ça prend encore 3 semaines après, ça commencera les vacances, donc je suis un peu en décalage, mais ça va. Ok. Content d'avoir retrouvé la Formule 1 ce week-end aussi. Écoute, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Alors, comme à chaque fois, quand il y a un nouveau, on lui pose quelques questions et on garde précieusement les réponses dans un coffre à Atlanta avec la recette du Coca-Cola. Moi aussi, je tente des blagues qui sont moyennes aussi. C'est d'origine corse, le Coca-Cola, sachez-le. C'est les vins Mariani au départ. Mais attends, mais c'est une sacrée révélation que nous raconte Suzanne, qui fera l'objet d'ailleurs d'un épisode spécial du côté de Barbecue Sport Club. En tout cas, Nico, quelques questions. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton pilote préféré, que ce soit du moment ou de tout temps, pilote écurie. Et puis, déjà, ce serait pas mal, ce serait un bon début. Alors, écurie, je suis plus pilote qu'écurie parce qu'écurie, Alpine de base, donc ça a toujours été Renault, Alpine, l'équipe française l'équipe qui était encore française de base. Pilote, j'ai un grand amour pour Lewis Hamilton, mais surtout pour Esteban Ocon. Ok. Et si on te demande qu'est-ce qui fait, ou ton plus grand souvenir de F1, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça ? J'ai commencé la F1 en 2004. Le dernier titre Schumacher, je crois que c'était en 2004, si je ne me trompe pas, ou en 2005. Par rapport à mon père qui a regardé la Formule 1, donc j'ai commencé à regarder un peu avec lui. J'étais très fan de Fisichella à l'époque. J'étais encore chez Sauber avant de passer chez Renault. Ok. J'ai adoré quand il est arrivé chez Renault aussi. Ça n'a jamais été un super pilote, mais ça a été un pilote que j'adorais voir, que j'adorais dans le style de pilotage. Et après, j'ai regardé toute ma jeunesse avec mon père. Après, j'ai arrêté pendant quelques années avant de reprendre vers 2016, 2017. Et après, l'arrivée d'Ocon. Mon plus grand souvenir, c'est la victoire d'Ocon en Hongrie. Ok, très bien. Eh bien, nous allons débriefer tous ensemble ce Grand Prix de Zandvoort. Peut-être que, on va commencer par Takuma. Qu'est-ce qu'il pense de ce renouveau incroyable de Lando Norris ? Alors, on pourrait dire qu'il a fait l'un de ses meilleurs Grands Prix. On pourrait dire all time pour lui avec cette victoire. Est-ce que tu partages cet avis ? Est-ce que ça y est, même avec son retard qu'il a sur Antonelli, qui est leader du championnat, avec à la fois sa voiture et lui-même, qu'on a vu quand même pour une fois un peu expliquer que c'était parce qu'il était bon qu'il avait réussi à gagner. Est-ce que ça joue pour le titre ? On sent que oui, McLaren travaille correctement pour améliorer la voiture. Après, je me méfie parce qu'on sait que il va y avoir le nouveau moteur Ferrari qui va débarquer, je crois, à Monza. Donc ça va être intéressant de voir déjà comment cette amélioration va leur permettre de revenir un peu plus au niveau du top, parce que là, il leur manque un tout petit truc. J'ai l'impression de dire ça à tous les barbecues, j'en ai marre, mais oui. Et Mercedes... Pareil, j'attends aussi, je crois qu'il y a un package qui arrive d'ici quelques grands prix, je crois, pour justement remettre un peu à niveau la voiture. Et à Merco, ils font 2 et 3, alors ils auraient dû faire 2 et 4, voire 2 et 5 sans la VSC finale. Je pense que Russell aurait été, mais bref. Mais en tout cas, Norris tire le maximum de sa voiture. Au moins, ça nous offre quand même une saison intéressante pour le moment, malgré le début de Mercedes où on avait peur qu'il domine. Au moins, les autres écuries réussissent à revenir un peu au niveau autour d'eux, et c'est, je trouve, plaisant en tant que spectateur. Alors bon,
peux pas dire que je sois spécialement un fan de Lando Norris. Si vous êtes auditeur et auditrice de longue date de la oui, nous le sommes. Barbecue Formule 1, voilà. Je ne porte pas le duo McLaren-Norris dans mon cœur, mais il faut reconnaître ils ont été très très bons. Bizarrement, dès qu'il a fallu louper l'arrêt au stand d'Oscar Piastri au début de course, bon, il y avait du monde, bizarrement, encore. Loin de moi de relancer les théories du complot autour de la Formule 1 parce qu'on aurait. Nous, on attend que ça. Takuma, on attend que ça. Que ta rubrique complot revienne. Alors, sachant qu'il y en a quand même. On nous cache tout, on nous dit rien quand même. Alors, j'aimerais bien, mais pour citer un grand philosophe de la Formule 1, j'ai des boules, mais aucune d'elles ne sont en cristal. Et si vous avez la référence de cette réplique, bravo, Bernie Claston. C'est Sébastien Vettel qui avait dit ça en conférence de presse, enfin en interview avec la presse, qui lui posait, je pense, sur son futur, et il dit I got balls, but none of them are in crystal. C'est la fin du Vettel Ferrari où vraiment la roue elle était libre. Vraiment là il était, il s'en foutait. Mais oui, non, McLaren très bien, Lando Norris. Je pense qu'il a envie de conserver sa couronne, c'est logique. Et de ce qu'il a montré sur Zandvoort, il a la voiture pour maintenant. On verra à Monza, il aura une opportunité aussi de le faire parce que, alors je mange un peu sur Mercedes, mais Antonelli a une pénalité moteur qui va prendre à Monza. Alors même si la voiture est très forte, il y a quand même le fait de devoir tout remonter qui sera quand même un sacré challenge pour Antonelli. Alors je dis pas qu'il est pas capable, mais forcément ce sera un peu plus compliqué que Norris, que j'imagine partir devant. Donc ça peut être le moment pour lui de continuer de prendre des bons points et alors il part de loin certes, mais il reste encore 45 grands prix, donc on n'est pas à l'abri. Puis apparemment ils vont en rajouter encore, donc bon, on n'est pas à l'abri. C'est juste. Suzanne, toi, tu penses quoi de cette situation avec McLaren qu'on voyait quand même, et on l'avait dit sur l'émission précédente, qui était pas trop au rendez-vous, alors qu'ils étaient quand même champions du monde constructeur, champions du monde pilote. Et puis ils faisaient pas de bruit. Et puis comme on dit souvent, ils faisaient pas de bruit, mais ils travaillaient dans leur coin. Et là, ça y est, c'est reparti, sachant qu'effectivement, on peut voir quand même le contraste entre Norris et Piastri. Sachant que je n'ai pas trop parlé en présentation de l'émission, mais il y aura forcément, on va forcément à un moment donné parler du mercato, de la silly season, qui fait un peu pchit, comme dirait notre ami Jaco. Que penses-tu de cette situation chez les Oranges ? Au final, ils sont en train de nous refaire ce qu'ils ont fait sur la réglementation précédente. Ils partaient de très très loin. Alors là, ils partaient de beaucoup moins loin, heureusement pour eux. Mais doucement, mais sûrement, avec beaucoup de régularité, ils ont amélioré la voiture au fur et à mesure jusqu'à devenir la voiture dominante. Et je pense que toute ce savoir-faire industriel, même si au départ ils n'étaient pas partis avec la bonne recette de voiture, il est toujours là. Et effectivement, moi j'ai envie de miser sur ces premiers signes positifs parce que ça a pas l'air d'être de l'amélioration qu'ils ne savent pas expliquer et attention, je vais le caser, qui est un peu conjoncturel ou circonstanciel. Mais donc voilà, je pense que pour le coup leur savoir-faire automobile joue pour beaucoup et d'ici la fin de la saison et surtout pour l'année prochaine, la saison prochaine, je me méfierais grandement d'eux si j'étais une écurie concurrente. Ok, Nico, alors comme c'est ta première émission, on sait pas trop quels sont tes favoris ou tes chouchous, mais en tout cas ouais, qu'est-ce que tu penses toi de McLaren? Alors peut-être si tu as envie de parler du titre de Norris la saison dernière, attention à ce que tu vas dire. Et puis, mais de la situation de McLaren là maintenant après ces 2 grands prix où quand même ils ont montré qu'ils étaient présents. Est-ce que Mercedes ils ont encore la meilleure voiture? Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? McLaren revient en force, rien à dire. Bon, je suis pas fan du tout de McLaren. Norris, c'est pas du tout ma cam, loin de là. Ok. Non mais un peu de... Lance nous avait dit que tu t'aimais bien Zach Brown. Ah alors là, mais pas du tout. Non, le mélange Zach Brown-Norris, c'est magnifique. Non, je peux pas, je les supporte pas. Après, il faut le dire, ils reviennent en force. Ils font 2 très bons grands prix. Norris est un bon pilote, on le sait. Il commence à gérer son stress, donc ça peut faire mal. Par contre, je ne les vois pas revenir sur Mercedes, c'est un peu trop tard pour moi. Ils ont trop laissé de points en début de saison, ils ont trop gâché de courses en début de saison et Antonelli, pour moi, va quand même tenir
jusqu'à la fin de saison, même si à Monza, ça va être dur en partant de derrière. Mais Monza est un circuit, on peut dépasser beaucoup. À voir. Mais je ne les vois pas revenir à ce point-là. Ils seront dans la lutte, mais je ne vois pas Norris faire le doublé. Ok. Peut-être faire un petit point comptable hein, sur les... Un petit point comptable, parce qu'on fait que parler de est-ce que c'est possible de rattraper le retard ou pas. Actuellement, nous avons, si je suis bon dans mes calculs, on a donc Antonelli qui a 242 points, classement pilote, avec 6 victoires. Derrière lui, c'est George Russell avec 183 points, avec 2 victoires, à égalité avec Lewis Hamilton. Donc il y a déjà quand même, il y a toujours 60 points. Ça, c'est quand même quelque chose. Et puis en 4e position, on a notre ami Lando Norris, un peu l'homme du moment, qui est à 159 points. Donc je vous laisse faire les calculs, mais on a plus de 80 points. Derrière lui, pas très loin à 4 points, on a Charles Leclerc. Donc là, on va dire c'est un peu les 5 de devant. Derrière, on a encore Max Verstappen et Oscar Piastri, suivi encore d'Adjar, mais bon, Adjar 68 points, Verstappen 112, Piastri 104. C'est pas tout à fait la même division. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lance, sur ce sujet de McLaren? Effectivement, il y a aussi l'idée que on voit, ils amènent des évolutions, ça fonctionne, on voit qu'au final, ils ont l'air un peu les ingénieurs, ils ont l'air de bien maîtriser le sujet. En tout cas, il y a une évolution positive et un peu presque continue. Il y a une évolution. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la saison 2024. Mais je pense que ça se terminera de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont la papaye a mûri et est arrivée à point, mais c'était trop tard, il y avait trop d'écart. Alors même s'il reste officiellement 11 grands prix, peut-être 12, 83 points remontés sur Antonelli. Quand on voit les sites de Paris, Antonelli est encore donné largement vainqueur. Je crois que la cote elle est à 1,25. Pour son titre de champion du monde. Celle de Norris est redescendue, mais je crois qu'elle est toujours à 8. Donc les gens voient qu'il y a une amélioration et qu'il finira plus haut, mais ça sera compliqué. Mais surtout, c'est qu'on voit aussi l'évolution vis-à-vis de Piastri et surtout l'évolution en course, parce que il s'est un peu auto-encensé à la fin du Grand Prix en disant ouais, mais je pense que ce week-end j'ai un petit peu masterisé tout le monde, j'étais pas mal, et ce qui est vrai, et alors de là à dire j'ai travaillé plus que les autres, etc. Bon, on n'ira peut-être pas jusque là, mais en tout cas vu qu'on sait pas ce qu'ont fait les autres, c'est compliqué de le dire, mais en tout cas force est de constater que quand tu gagnes 2 courses d'affilée, la dernière avant les vacances et là au retour, c'est peut-être pas aussi circonstanciel que ça. Il y aura peut-être une évolution, et surtout est-ce que la McLaren, on a vu que Ferrari normalement c'était bon sur les circuits sinueux, et encore on a vu que sur les derniers où ça devait être le tourniquet de Hongrie, Zandvoort, normalement c'est des circuits à châssis, et Ferrari n'a pas si bien fonctionné que ça. Est-ce que là sur l'autodromo de Monza, c'est vraiment un circuit moteur, et est-ce que finalement ça, on verra. Antonelli qui part plus loin, mais peut-être ça sera pour Russell. On n'est pas encore au s'est passé sur cette vu ce qui s'est passé sur cette course, je pense que ça serait pas mal que Mercedes passe un petit plaisir à Russell sur ce circuit-là, mais bon, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri que Ferrari sorte un peu, comme souvent ça arrive, une évolution ou un truc qui fait qu'il fasse mouche sur ce circuit. Alors après, il faudrait que ça soit, on l'a vu, c'est normalement il doit y avoir une évolution moteur sur Monza. Les moteurs, c'est quand même pas fifou depuis quelques saisons, donc à voir, mais dans les faits, avec un Hamilton après on parlera un petit peu plus de Ferrari, mais c'est le seul pilote à avoir marqué à tous les Grands Prix. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est deuxième ex aequo avec Russell en n'ayant pas gagné. Gagné. Mais qu'est-ce que c'est que cet expert? Il a gagné un Grand Prix cette saison. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, il a gagné un. Eh ben, enfin, franchement, c'était le moment le plus émouvant, la fin de la choucoumoule, l'espoir de tous les chats noirs.
Je te laisse réécouter. Je sais pas si tu connais Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Il y a un épisode sur ça notamment. Et je te conseille l'écoute. Il y a des gens qui sont très calés qui en parlent. Après, n'étant pas le fan ultime de Lewis Hamilton, ça m'a laissé totalement insensible. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais en tout cas, c'est peut-être un renouveau côté McLaren et ils vont pouvoir enchaîner. Mais pour revenir finalement et être d'accord avec tous mes consoeurs et confrères, je pense que ça part d'un peu trop loin. Okay. Donc, et si je vois pas 11 victoires d'affilée, peut-être 12 de Lando Norris pour aller décrocher le titre non plus, quoi. Alors après, bien sûr, on n'est pas à l'abri. Si devant ça se casse la goule, si Antonelli, après son Grand Prix à la maison, fait comme la dernière fois et fait du cacaboudin pendant jusqu'à la fin de saison. On n'est pas à l'abri. Sûr. Puis on en a connu certains sur leur Grand Prix à la maison qui ont pas fait beaucoup de tours. C'est des choses qui existent. C'est ça. Okay. Mais à noter qu'il a quand même fait il y a quand même des constances chez Norris. C'est qu'il est encore parti devant, mais qu'il a pas fini devant au premier tour. Et ça, faut saluer la performance du monsieur qui sur la majorité de ses pole positions, enfin la très grosse majorité, c'est quoi, c'est 1 ou 2 grands prix ou il finit pas le premier tour en tête après une pole position, faudra qu'il s'améliore à ce moment-là. Mais après, c'était un départ particulier pour cette course, à moitié humide. Après, bon, le drapeau à damier, c'est pas après le premier tour, hein. C'est plutôt à la fin. Non, c'est ce qui compte en général. Alors, tu l'as pas dit, Lance, mais en tout cas, je tenais à préciser que si Carlos Miser était avec nous, là, t'as ton extrait sur les sites de paris en ligne et tout. C'était un peu de la provocation quand même. Attention, les jeux d'argent et de hasard. On est censé, d'après le cahier des charges de Barbecue Sport Club, on s'en méfie. Moi, je joue pas, je prends juste les cotes, qui sont généralement, vu que c'est des boîtes qui font tout pour gagner de l'argent, hein, ne l'oubliez pas, hein, c'est quand même l'établissement qui gagne à la fin. Mais généralement, c'est quand même pas mal. C'est une bonne indication des bookmakers. Ok, d'accord. Alors, on va peut-être parler de Mercedes maintenant, parce que qu'est-ce qui se passe côté Mercedes? Ils avaient un tour d'avance en début de saison, ils gagnaient tout, c'était déjà dans la poche. Antonelli, c'est bon, c'était juste ce qui nous préoccupait, c'était la bagarre entre Antonelli et Russell, avec Russell qui faisait pas le figure. Et puis là, ça coince un petit peu. On se dit, mais les autres, ils s'améliorent, ils se développent, alors que du côté Mercedes, ils vivotent un peu. C'est peut-être le sentiment que ça donne. Je caricature évidemment. Suzanne, toi, t'en penses quoi de cette situation de Mercedes? Antonelli, bon, il est quand même assez fidèle à lui-même. On a un Russell qui au final, dès que ça se durcit un peu, il est sur la défensive, je dirais. On sait que tu aimes bien George Russell. Comment t'as vu ce week-end des Pays-Bas qui semblait bien se dérouler jusqu'à la course du dimanche pour George? Ouais, je pense que George, il se ressaisira pas cette saison, même s'il reste 18 000 Grands Prix, mais de toute évidence, il est revenu. J'étais un peu hypé. Il est revenu de vacances, requinqué, un petit peu bronzé. Il avait respiré le sable chaud et le sel de mer, mais au final, il a refait comme d'habitude. Il s'est effondré au départ, mis à part la course sprint, mais même cette victoire lui a finalement pas tellement profité au moral. Voilà, je reste persuadée que c'est un excellent pilote, mais alors même que depuis qu'il est chez Williams, que c'est un petit bébé. Je me dis, il sera champion un jour. Je ne vois plus le championship matériel. Là, ça restera un bon pilote, mais je suis pas sûre qu'il puisse aller plus loin. Après, Antonelli, effectivement, pour le moment, il affiche vraiment, il abat toutes les cartes. Et on est très tenté d'y croire. Ça me rappelle quand même un peu Piastri l'année dernière. Donc à voir si ça tiendra dans le temps, parce que c'est des saisons quand même très longues.
Et pour ce qui est de la voiture, effectivement, tu parlais de vivauté. C'est un peu ce que ça m'évoque aussi, c'est-à-dire que on voit pas la voiture s'améliorer. Alors, elle avait elle avait pas tellement de choses à corriger que les autres, mais il y a une progression très très rapide. On est qu'au début on est à la mi-saison de la première année de la réglementation, et ça s'améliore très très vite chez les autres, enfin chez certains autres. Ce qui du coup me fait craindre, c'était chouette là de rabattre un peu les cartes, mais si dès la saison prochaine ou dans 2 saisons, toutes les voitures sont au même niveau, ça va redevenir un peu ennuyeux. Donc à voir, et à voir si Mercedes va se faire distancier ou pas là-dedans. J'ai pas l'impression, enfin je sais pas, peut-être c'est moi qui suis dans une autre optique cette saison, qui y est moins prêté attention que d'autres, mais je trouve Toto Wolff très effacé par rapport à d'autres saisons où il était beaucoup plus présent dans la parole face aux médias, où il commentait beaucoup la voiture, alors même qu'il sort quand même de quelques années un peu difficiles. Là, je le trouve C'est parce que les années étaient difficiles, justement. Ouais, oui, sans doute. Il y avait beaucoup de justifications à donner. Là, techniquement, tu as la meilleure voiture, donc tu es au-dessus de la mêlée. Pour le coup, c'est pas déconnant. Ouais, c'est un Si truc en de fin de posture. saison, McLaren passe vraiment devant, peut-être qu'on l'entendra un peu plus. Mais on l'entendait plus quand c'était Hamilton qui gagnait tout. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu hors circuit médiatique. Alors c'est peut-être un choix, c'est peut-être un positionnement. Il y en a peut-être marre. Ça m'étonnerait qu'il en ait marre, mais je sais pas. Mais voilà, c'est tout ça En tout cas, j'ai l'impression. Moi, en tant bah, je dirais que Ferrari et Mercedes, c'est mes 2 écuries préférées. Donc on va mettre de côté Ferrari juste là. En tant que fan de Mercedes, je me sens un peu, on me donne pas assez de matière et du coup on me rassure pas. Alors que effectivement tout est rassurant, la voiture a très bien commencé, mais encore une fois on n'est qu'à la mi-saison de la première saison de la réglementation. Donc voilà, ça me à surveiller. Ok. Nico, Mercedes, ça te dit quoi, Toto Wolff, qui parle pas trop? Alors effectivement, peut-être que quand il faut meubler, il sort et puis il est rigolo, il parle français, il parle allemand, il parle anglais, il parle peut-être d'autres langues, espagnol, peut-être italien, je ne sais pas. Mais il y a quand même, effectivement, au départ, on se disait, Antonelli Russell qui va avoir un peu la primauté chez Mercedes. Au final, il y a quand même un leader qui se dégage quand même assez clairement. C'était aussi un pari de Toto Wolff, donc c'est peut-être ça qui fait aussi qu'il dit pas grand-chose, parce qu'il faut quand même que son pari de ce pilote très jeune fonctionne. Ça a l'air de fonctionner cette année. Il y a peut-être aussi la gestion de George Russell qui est pas forcément simple. On a vu tous les atermoiements liés à son contrat pour cette saison. Ça a été un peu compliqué. On les voyait très très haut sur le début de saison. Ça se resserre assez fortement. Et souvent, effectivement, les rares prises de parole de Toto Wolff, c'était quand même aussi pour dire qu'il y en avait qui n'avaient pas, il fallait qu'il travaille mieux ou plus sur certains grands prix. Comment t'évalues toi cette deuxième partie de saison côté Mercedes? Qu'est-ce que ça t'inspire après ce Grand Prix de Zandvoort? Moi, je pense que Toto est aussi calme parce que il sent le vent tourner. Il sait très bien que sa voiture en début de saison, il y a de l'avance. Mais il sait aussi bien qu'il n'y a plus autant de possibilités de perfection cette saison. Et je pense qu'il sent que les autres reviennent, donc il veut pas trop ouvrir la bouche avant l'heure. Après, Mercedes a le niveau pour finir la saison devant. Antonelli, je vois pas comment il pourrait pas finir champion. Okay. Techniquement, ils sont encore plus forts. Les améliorations vont arriver à un moment ou à un autre. Ils prennent plus de temps parce que la voiture était déjà en avance. C'est pour ça qu'à mon avis, ils prennent plus de temps, mais ça va arriver. Russell, pour moi, ne finira pas champion. Je vois pas comment ça, il pourrait tourner la chose pour qu'il finisse champion. Il n'arrive pas à battre Antonelli. Je crois pas qu'il arrivera à tenir sur la distance. Malheureusement, c'était sa saison, la seule saison où il aurait pu. Et je pense que malheureusement, ça sera la dernière où le titre aurait été faisable pour lui. Mais voilà. Je vois Antonelli tenir mentalement, même si Norris va se rapprocher, il va commencer à trembler, mais ça suffira pour finir la saison. Ça suffira pour être champion.
Oui, et toi qui habites en Allemagne, Nico, et la presse, elle en dit quoi de Mercedes là-dessus? Il y a des échos différents de ce qu'on peut entendre en France ou Bah, comparé en France, en Allemagne, quand quelqu'un est bon, euh, on n'entend parler que de ça. Donc Mercedes, pour eux, Mercedes est déjà champion. Titre constructeur, titre individuel. Antonelli va prendre 5 titres à la suite. Si tu écoutes la presse allemande, ils encensent Toto Wolff et Antonelli à un point inimaginable. Mais ils font pareil avec Hülkenberg. Pour eux, Hülkenberg, il aurait été chez Ferrari, il aurait 3 titres. Il aurait été chez McLaren, il aurait 4 titres. Ah oui. En Allemagne, c'est très, 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 très chauvin. Ah ouais, c'est marrant parce que c'est pas forcément ce que j'aurais dit. Takuma, les flèches d'argent. Tu as envie d'ajouter quelque chose à ce qui a été dit ou je te laisse commenter par rapport à Ferrari. Je te rappellerai ton pronostic de la dernière émission concernant Ferrari. Ou pas, c'est comme tu veux. Je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Merco, moi je m'inquiète pas. Ils sont moins bons, ils font 2 et 3. Hein. Je veux dire, il y a des écuries, elles aimeraient bien être moins bonnes et faire 2 et 3. donc ça va. Oui, en effet, Norris était supérieur, plus de rythme. Il y a des choses à évidemment améliorer parce que les autres écuries amènent des améliorations. Donc, et c'est une certitude. Mais c'est Mercedes. Mercedes, je m'inquiète pas pour eux. Ils savent améliorer leur voiture, ils savent en tirer le maximum. Ils vont trouver. Je pense que on verra d'ici 2-3 courses que j'ai perdu, comme je disais en intro, je sais plus sur quelle course ils amènent leur package vraiment. Je crois que c'est pas à Monza, je crois que c'est une course après ou 2 courses après. Le problème, c'est que peut-être que personne ne sait justement. C'est ça qui. Non, si, ils en ont parlé. Je sais plus. C'est un article de l'équipe. J'aurais dû le relire avant. Bref. Où justement il disait que il fallait que Mercedes se réveille un peu justement en prévision du retour de McLaren qui est en forme, que Ferrari arriverait avec son nouveau moteur, donc il y a des probabilités que ce soit un peu mieux pour Ferrari, même si on n'est pas à l'abri que Ferrari nous invente le premier moteur moins bon que le précédent. Hein, ça reste Ferrari qui nous surprend toujours, et ça c'est fort. Mais pour Mercedes, je m'inquiète pas. Alors, j'ai ta réponse, hein, si tu veux. Avec ta source concernant les développements de Mercedes qui arrivent au Grand Prix de Bahreïn. De Malaisie de Bahreïn. Donc, c'est encore 3 Grands Prix à attendre avant un package d'évolution. C'était dans un petit moment. Mais je veux dire, ça fait quelques années qu'on fait ce barbecue et Mercedes, c'est vraiment un truc qui ressort souvent, c'est il faut faire les points, on fait les points. C'est le pragmatisme Mercedes. Et c'est la meilleure écurie pour ça. C'est-à-dire qu'ils savent leur capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Et ils font ça. Là, je pense qu'ils savaient que McLaren était un peu au-dessus. Alors, ils profitent du fait qu'il y a un Hollandais volant qui a un peu trop volé, du coup. Voilà. Parce que je pense qu'il aurait peut-être pu envisager de grappiller une place sur le podium. Mais du coup, sans lui, ça libère une place. Ils ont fait le maximum possible, 2 et 3, avec un peu de chance, certes, à la fin. Hein. La VSC, je pense, sauve le podium de George Russell, qui d'ailleurs a été insupportable de win-winisme sur ce Grand Prix. Hein. George Russell, hein, c'est le spécialiste, mais là, oh là là, moi j'en ai marre, hein, George Russell, pour son côté win-win. Ça peut se défendre, je trouve, ce qu'il a, parce que pour expliquer. Pendant le Grand Prix, en gros, il expliquait qu'il fallait que, en gros, Antonelli retarde Norris. Et en fait, il avait plus de rythme Antonelli que Russell. Donc c'était logique quand même qu'il le passe. Pour autant, effectivement, ça aurait pu se comprendre. Alors peut-être que je raconte mal. Après, attention. Après, pour défendre Mercedes et pour te faire la transition vers une autre écurie en rouge, eux, quand il faut faire des décisions concernant des pilotes, ils font pas dans la dentelle, c'est-à-dire non, en fait, on a dit quelque chose, vous le faites maintenant, les enfants, et ils le font. Contrairement à une écurie qui n'aime pas prendre de décisions, et on l'a encore vu. Apparemment, c'est compliqué c'est compliqué pour une certaine écurie Mais rentre au stand, voyons, Takuma, hein.
Sérieux, je suis pas un fan de Ferrari en plus. Moi vraiment Ferrari c'est pas une écurie où j'ai grandi au début sur la fin de l'ère Schumacher, donc moi j'en avais marre de Ferrari. Donc ça n'a jamais été une écurie que j'ai appréciée. Mais bon, t'as quand même pour le romantisme du truc, t'as quand même envie de les revoir gagner un peu une fois, juste histoire de voir le bordel que ça peut être. Bah enfin, mais je sais pas, faites un truc. Hamilton, il a plus de rythme. Je sais pas, enfin tout le monde l'a vu en plus. C'est pas l'ordre honteux de laisser passer Schumacher pour Barrichello à l'époque en Autriche. Là, ça se voit. Leclerc, il a moins de rythme, c'est différent. Laisse passer Hamilton, c'est pas grave. Mais non, apparemment, faut surtout pas prendre de décisions un peu. C'est très bizarre quand même, parce qu'en plus, même si le circuit est pas très grand, c'est l'un des plus petits de la saison. Ils ont eu quand même le temps de le voir arriver, Hamilton sur Leclerc. Ça s'est pas passé. Il était loin. Enfin, il était quand même à 8 secondes. Et puis en fait, en quelques tours, il était dessus. Et qu'au moins, ils ont pu être un peu désarçonnés par ça. C'est un peu particulier. Puis au-delà de ça, comment tu veux maintenir la confiance dans ton écurie quand ce qu'on te dit c'est tiens, au lieu de te dire clairement bah c'est bon, il te met la raclée, laisse-le passer, tu contestes, bon truc un peu classique où il peut même pas faire un peu de ouin-ouin à la Russell, là on lui dit juste oh bah tiens, si tu venais piter maintenant alors que tu es passé au stand il y a 4 tours. Enfin, le lien de confiance pendant la course pour moi, il est rompu, c'est terrible. Ouais. Takuma, tu voulais, pardon, Nico, vas-y. Mais moi, je suis d'avis que, pourtant je suis fan d'Hamilton, mais je donne pas tort à Leclerc. Ils ont une stratégie de course. Ils le préviennent pas qu'ils veulent changer la stratégie. Ils lui disent de rentrer à un moment logique pour Hamilton, mais illogique pour Leclerc. Lui, il sait peut-être pas le rythme qu'Hamilton a eu derrière ou autre. Donc c'est leur organisation qui fait que Leclerc l'a bien dit après le Grand Prix. Avec Hamilton, il n'y a aucun problème entre les deux. Le problème vient de la gestion des deux pilotes qui est tellement mal faite. Ils osent pas prendre des risques, ils osent pas dire à Leclerc qui a 25 ans de contrat encore au moins. c'est trop compliqué pour eux. Ils osent pas froisser aucun des deux et ils froissent les deux. Non, puis surtout que Hamilton a toujours été vocal sur le fait que s'il fallait aider l'équipe, il était prêt à le faire. Je pense que Leclerc. Et ils l'ont fait déjà cette saison. Ils l'ont fait. Donc je veux dire. C'est pas y a pas un modèle clair où tu as l'impression qu'il y en a un qui se fait beaucoup plus martyriser entre guillemets que l'autre. Là, la circonstance de course fait qu'Hamilton avait plus de rythme à ce moment-là, c'était intéressant de le faire passer. Peut-être qu'à Monza, c'est Leclerc qui aura un rythme supersonique et Hamilton sera en galère. On dira pareil, on dira bah non mais là Leclerc il vole, laisse-le passer, pas la peine de le retarder, etc. Je veux dire pour moi c'est lunaire. Je veux dire, il y a des moments où les consignes d'équipe, elles ont un sens. Évidemment qu'il faut pas que ça tombe dans la limite, dans une limite de fausser la course comme McLaren peut le faire en Hongrie la saison passée, hein, où là, voilà. Ah. Mais Ami, attends, on est à peu près un peu plus d'une demi-heure d'émission. T'as réussi à nous parler de ce complot-là. C'est bien. Mais nous sachons, les pneus sont plats. Nous sachons. Non, okay. Mais voilà, quoi. Faut au bout d'un moment, ils sont bien gentils. Ferrari, il y a des choses qui vont mieux, évidemment. Mais il va falloir encore bosser certaines choses. Mais si ça n'allait pas mieux, on parlerait peut-être pas de ça. On parlerait pas du fait que c'est décevant alors qu'ils sont dans les points, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'ils ont une très bonne voiture, en tout cas en course le dimanche. Alors, chose qui a un peu varié par rapport aux saisons précédentes, c'est que le dimanche ça va, en course, en rythme course ça va, mais c'est plus sur les qualifs où ça a pêché, et auparavant il me semble c'était l'inverse. Lens, comment tu vois Ferrari? Parce que pour moi, ce qui est rageant, c'est pas que ça en plus. C'est pas que ce sujet de Leclerc qui a pas laissé passer Hamilton parce que les consignes étaient pas assez correctement données. Bah après, il y a même bon, t'as le côté bien sûr les deux pilotes sont assez proches au niveau des points, donc c'est sûr que Leclerc a pas forcément envie de faire passer Hamilton. Mais quand tu vois une bombasse débarquer dans tes rétros, si tu veux la jouer collective, il a pas besoin d'une consigne d'équipe aussi. Il y a des fois
c'est comme en cyclisme aujourd'hui. T'as l'impression que les mecs, si on leur dit plus à l'oreillette, vas-y accélère, vas-y ralentis, vas-y attends bidule, les mecs, on dirait qu'ils savent plus faire la course de son propre chef, et il peut aussi le faire. Mais après, je comprends aussi Leclerc qui dit bah non, moi j'ai des points à gagner, et dans ce cas-là, fuck l'équipe et je roule pour moi. Après, moi, vous savez très bien l'amour que j'ai pour Leclerc. Il finira dans le même sac que les Russell, des bons pilotes qui ont été beaucoup trop portés par leur équipe pour être numéro 1 et qui finiront sans titre de champion du monde. Donc après, c'était moi, c'est des mecs qui ont pas les dents qui raillassaient le parquet. Enfin, même si au final, celui qui chez McLaren, celui qui a remporté le titre, c'est celui des deux qui avait le moins les dents qui raillaient le parquet. Donc peut-être que ça peut il bouger. A son caractère, Norris. Il l'a montré l'année dernière, et il le montre encore plus cette année. Cette année, il agit comme un champion du monde. Il a son caractère, Norris, même si il n'est pas à des niveaux de Verstappen. Ah bah oui, voilà. Verstappen, niveau fils de puterie, c'est le numéro 1 du monde. Donc, Mais il montre les dents quand même, oui. Norris. C'est pas Leclerc où vraiment Leclerc, c'est un gentil garçon. C'est ça, c'est le gendre idéal. Et pour citer Laurent Sierra, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et si vous connaissez cette conférence de presse, c'est un bonbon. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille. Mais oui, c'est le problème de Leclerc. On le dit depuis des années, c'est que c'est un très bon pilote. Ça, personne va le renier, mais il est trop gentil. Il est trop gentil. Et c'est pour ça qu'à côté, t'as Lewis Hamilton. Je pense qu'il pète des plombs. Et il est vocal dans les radios. On n'entend pas toutes les radios, je pense, et on n'a pas les débriefs de course, mais il doit fulminer. C'est-à-dire que quand lui, il a été dans des écuries qui ont été dominantes et que lui-même, il a dominé, de voir ça, moi, j'entendais des gens dire que pour que Lando Norris soit champion du monde, il a déjà fallu que McLaren soit championne du monde constructeur. J'ai l'impression que ça peut être aussi un peu pareil chez Ferrari. Il faut déjà qu'ils essaient d'être champions du monde constructeur pour se dire, bon les gars, cette année, on peut aussi essayer de jouer le titre pilote. Okay. Ils peuvent pas faire deux choses en même temps parce que la gestion, justement, RH individualisée, c'est trop compliqué. Bah, de toute façon, moi, je suis Fred Vasseur. Tu fais venir Lewis Hamilton. Tu dis, bon, Charles, ça fait combien de temps que t'es là? T'as fait 25 000 pole positions. T'as gagné 6 grands prix. Allez, vas-y. Garde-toi tranquillement sur le côté. Tu sais, la bande d'arrêt d'urgence, là, à côté du poteau orange avec marqué SOS. Là, t'attends la dépanneuse et tu laisses faire le mec qui en a gagné 7. Hein? T'es gentil. Et non, mais à un moment, faut aussi que ils aient ça en tête. Et pourtant, vous savez que moi, Lewis Hamilton, c'est pas mon pilote préféré. Mais t'as peut-être le meilleur pilote de Formule 1 de l'histoire. Et t'en profites pas. Suzanne, est-ce que tu as une réaction sur tout ce qui vient d'être dit sur cette gestion Ferrari? Alors, comme je vais répéter encore, hein, je pense qu'on dit ça parce qu'en fait, on voit qu'ils sont pas loin, mais ça fait combien de temps que ils sont pas loin depuis 5 ans. Voilà, ils sont pas loin. Ils sont quand même plus proches que pas loin. Voilà, oui, mais il y a des fois, ils étaient là et ils disparaissaient, quoi. C'était Harry Potter. Hein. Voilà, là, on voit quand même qu'ils tiennent quelque chose. Mais pour autant, on sait aussi que ça se joue à pas. Ils tiennent quelque chose, mais ça se joue à pas grand-chose aussi. Donc, ils n'arrivent pas. Alors, c'est une expression qu'on utilise fréquemment en F1. C'est ils sont loin de mettre tout bout à bout pour que la mayonnaise elle prenne pour de bon et pour être tout devant, quoi. Ouais, bah, comme toujours, j'ai l'impression qu'il y a un sujet humain. Alors peut-être qu'il est tellement gros qu'il faut laisser le temps à Vasseur, qui est quand même connu pour être un très bon dirigeant, de s'y atteler. Mais ils ont réglé le problème des pit crew. C'était la cata, ça y est, c'est fini. Ok, bon. Après, ils avaient manifestement des problèmes humains à l'usine, et notamment sur les décisions, le décisionnel. Ça a l'air d'aller mieux, manifestement, la voiture est bonne.
Et pour autant, ils ont des ingénieurs de course qui sont quand même bon voilà, disons que c'est un style propre à Ferrari, qui est pas d'une efficacité criante a priori. Là, c'est encore une démonstration parce que McLaren, ils décidaient pas, mais en fait, ils décidaient. Ils avaient un truc tout décidé. C'était tout pour Norris, à peu près. Et puis, ne définissons pas trop de règles et n'assumons pas que c'est tout pour Norris. Ok, mais c'était plus clair que. Enfin, encore une fois, moi, ça me choque énormément que tu puisses fragiliser ton collectif de travail en créant une tension là où il n'y a pas lieu entre tes deux pilotes, en faisant douter le pilote auquel tu dis « Oh bah tiens, tu vas repasser au pit sans lui expliquer pourquoi ». Enfin, toute la fiabilité de ce qui peut leur être dit durant la course s'effrite. Donc, c'est encore une fois un problème humain. Qui traîne. On a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. L'iceberg. Tu veux dire qu'il y a trop d'Italiens dans la. Je ne me permettrai pas. Dans l'équipe. En tant Faudrait que mettre un peu plus d'Allemands représentante de pour la que ça culture fonctionne mieux. méditerranéenne, mais de fait, oui, il faudrait peut-être s'inspirer d'autres organisations de travail qui ont l'air plus fonctionnelles, en tout cas dans le milieu automobile. Est-ce qu'il y a une IA voilà. italienne dont vous connaissez le nom peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a Mistral, alors je sais plus comment ça s'appelle Mistral à côté français, mais peut-être que avec une bonne IA pour faire ingénieur de course, ça pourrait peut-être fonctionner. C'est peut-être que Charles Leclerc a dans l'oreillette avec son agent conversationnel en course. C'est peut-être ça. Déjà un manager qui assume un peu plus que Fred Vasseur. Ça serait déjà pas mal quand même. Hein. Parce qu'il est gentil, le Fred Vasseur. Il est très très gentil, mais pour prendre des décisions, c'est pas trop ça. Hein. Je vois pas crier sur ses pilotes, quoi. Je sais pas. Ah oui. Après, on n'est pas au débrief. Pas... Non, oui, bien sûr après, que non, mais parfois il faut envoyer. Même en interview, il faut envoyer. Il faut leur mettre un peu la pression. Et Fred Vasseur, c'est pas du tout son style. C'est pas son type de management. Il est plus proche de l'humain que. C'est pas un Wolf qui va mettre les gens sous le bus parce que il a cette puissance. Non, mais c'est pas un Flavio Briatore qui a été Flavio Briatore. Sans aller jusque là, quoi. Non, mais Briatore, voilà, quoi. On va pas, hein. Mais il est beaucoup plus dans entre guillemets le protectorat entre guillemets. Vasseur, il hésite pas à aller au feu, mais il prend sur lui. Il prend des trucs et il veut que les pilotes se sentent au mieux. Par contre, je pense qu'il connaît Leclerc depuis longtemps, il connaît Hamilton depuis très longtemps aussi, puisque il était chez ART à l'époque. Je pense que si Hamilton a accepté de venir chez Ferrari, malgré le fait que c'était un cirque ces dernières années, c'est parce qu'il y a Vasseur. Et je pense que Vasseur, il doit pas se gêner pour lui dire, bon, vous commencez un peu à me courir sur le haricot pour rester poli, hein, parce que ça reste quand même Ferrari, qui a une certaine ambition, et que mon Fred Vasseur, il a remis brique par brique. Il a reconstruit parce que il part de loin. Il faut se souvenir que le Ferrari Binotto. C'est pour ça que ça ressemblait beaucoup quand Jean Todt était arrivé à la tête de la Scuderia et qu'il avait rebâti. Et les gens avaient été encore moins patients qu'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas dire que les Italiens ont mis de l'eau dans leur vin. Hein, on n'ira pas jusque là. Hein, mais t'as l'impression, même s'il y avait un petit peu de pression sur la saison passée ou même là, parce que la voiture est bonne, donc dans un sens, on l'a dit, hein, il manque pas forcément grand-chose. Mais peut-être qu'aussi, est-ce que le management de Fred Vasseur correspond à un pilote comme Leclerc? Est-ce que Leclerc, tu dois faire de la calinothérapie? Ou est-ce que tu dois lui mettre quelqu'un qui lui met quelques coups de fouet? Je sais pas. Après, comme on n'a jamais vu le contre-exemple. Oui, parce que même Binotto, c'est vrai que c'était calinothérapie aussi. Hein. Après, pour revenir sur la mansuétude entre guillemets et le gain de temps, le fait que les tifosi soient cool entre guillemets avec Vasseur, je pense déjà qu'ils voient l'exemple Jean Todt avant, donc ça les aide à se dire bon, on a eu un exemple avant, il y a pas de souci. Et puis aussi, tout ce que met Vasseur en place, ça marche quand même. Je veux dire, Ferrari était nulle part. Maintenant, c'est une écurie qui est sérieuse et qui a gagné des grands prix. Et surtout,
les déclarations de Vasseur quand il parle de choses que Ferrari fait, que la FIA les envoie bouler, qu'au final ils ont raison, tu te dis, ok, non, en fait, Vasseur, il essaye de tout faire dans le bien de Ferrari, ils essayent vraiment de pousser vers le must. Je parle de ça, je parle du fait que sur les départs, Ferrari, ils avaient gueulé en disant, mais en fait, il va se passer ça, soit vous changez, machin. La FIA les avait dit, oui, allez, c'est ça, retournez jouer, machin. Du coup, Ferrari avait trouvé une astuce pour être meilleur au départ, et du coup, la FIA avait dit, en fait, on va faire la procédure de départ pour que tout le monde, machin. Et je pense que ça aussi, ça te permet aussi, entre guillemets, de gagner du temps quand t'es Vasseur, de dire, en fait, on avait tout prévu, vous nous écoutez pas, puis on fait notre truc, puis on se fait, entre guillemets, brider quand on est. Donc, c'est plein de petits trucs. Je pense que les tifosi voient que ça va dans la bonne direction. Il y a vraiment des choses qui sont faites pour que Ferrari, soit Ferrari, le nom qui fait peur. Et le seul problème, c'est que les autres écuries, elles ont aussi envie de faire peur. Donc la compétition, elle est très relevée. Donc ça sera peut-être pas pour cette année, mais au moins ils sont dans la lutte et qui sait ce qui peut arriver fin de saison et puis la saison prochaine. Ça peut se décanter pour eux. Oui, ils sont dans l'amélioration constante, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, Lens, ils ont fait le Harry Potter pendant des années. Ils faisaient 2 pas en avant, 8 pas en arrière. Et là, depuis l'arrivée de Vasseur, la progression, elle est constante vers le mieux. Au moins, en attendant de faire peur, au moins ils ne font plus rire. Et c'est déjà une belle avancée. Oui, c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne analyse synthétique de la situation de Ferrari au niveau global. Après, voilà, est-ce que je sais pas, j'ai dû m'absenter pendant quelques minutes, mais est-ce que vous avez abordé le fait qu'ils avaient un peu raté leur qualif et c'était un peu ça qui avait quand même, au-delà des difficultés de la course, c'est aussi ça qui a fait qu'ils sont pas devant pour lui. Voilà. Non, mais ils ont mal préparé leur tour lancé et c'est ça qui a fait leur position assez reculée sur la grille du dimanche. Ok, on va dire qu'on a fait le tour de Ferrari. Peut-être parlons de Red Bull et puis abordons à travers Red Bull peut-être le mercato des pilotes qu'on attendait un peu excitant, bouleversant. On avait déjà une théorie des dominos en place avec plusieurs dominos, Verstappen, Piastri, Russell, peut-être même Gasly, je sais plus. Enfin, tout le monde était en jeu en finale, ou beaucoup de gens. Et puis au final, pchit, avec cette prolongation de Verstappen, avec finalement la retraite, avec ce gros chèque finalement, elle est annulée. Pas de retraite côté Verstappen, ni de transfert chez McLaren. Et donc au final, les positions sont plutôt figées. En dehors de l'avenir sur des écuries qui jouent pas la tête. Et puis au final, dernier Grand Prix à Zandvoort. Alors au final, peut-être parler aussi, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un Grand Prix assez chouette sur un circuit qui est court mais atypique et qui disparaît du calendrier. Et donc quasiment pas de course pour Maxou. Qui s'est pris un gros crash qui a donné lieu quand même à certains évitements assez spectaculaires sur ce premier tour. Et puis il n'y avait pas de Hadjar non plus ce week-end, qui était remplacé par Lawson. On y reviendra aussi sur ça, puisque entre nous on en a parlé de ça, du fait que on avait Lawson qui dépannait Red Bull côté Racing Bull et Tsunoda, 3e pilote Red Bull, qui fait la course chez Racing Bull. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est très bien? Nous allons en parler. Nico, toi, comment t'as vu ce week-end Red Bull avec on a aussi que les Racing Bull, ça n'a pas été incroyable ce qu'ils ont fait au niveau des points. Et puis voilà, Verstappen qui fait quand même une erreur. Quelqu'un d'autre sur la grille l'aurait faite, on se serait peut-être un peu moqué. Qu'est-ce que toi tu en dis? Je suis très déçu pour Max parce que c'est un pilote que j'ai détesté pendant des années, mais qui depuis 2 ans, je trouve, il montre un côté humain. Bon, quand il gagne plus, ça aide aussi, à mon avis. Et il montre un autre côté de lui. Je suis très déçu pour lui parce que c'était la dernière course à Zandvoort, aux Pays-Bas. Pour moi, il aurait pu aller chercher au moins un top 5, peut-être même un podium. C'est Max, faut jamais l'oublier. Mais ça fait quelques erreurs quand même cette saison et on l'oublie un peu. C'est pas sa première, voilà. Je comprends pas sa prolongation. Je pensais pas qu'il allait prolonger jusqu'en 2030, si je me trompe pas, chez Red Bull. Je le vois pas courir jusqu'à 2030.
Il a promis sur le lit de mort de Monsieur Canet. En tout cas, ils te le font manger comme ça. Ah oui. Ah oui, Il lui aurait promis qu'il passerait toute sa carrière chez Red Bull, donc il honore la promesse à un défunt. On nous prend vraiment pour des cons, hein. Vous êtes d'accord? Oui, je pense, oui, parce que je suis pas convaincu. Après, voilà. Moi, je suis plutôt convaincu par le chèque de 100 millions par saison. Là, on comprend mieux pourquoi tu prolonges. Pour aller à la retraite, ouais. Tranquillement, après. Non, le Grand Prix de Red Bull, bon, Lawson, je suis pas fan de Lawson du tout. Il fait pas un mauvais Grand Prix. Il évite bien Max au moment de l'accident. Je sais pas combien il finit, je crois 6e ou 7e. Donc, 7e, P7. T'as pas trouvé qu'il était un peu agressif quand même avec son coéquipier sur le premier tour là? C'était quand même assez. Lawson, ouais, c'était chaud. Hein. C'est Lawson, super chaud. On le connaît comme ça. L'année dernière avec Perez, pour moi, Lawson, je le connais comme ça. Ils ont la chance avec Lindblad que Lindblad s'efface beaucoup cette année. Et il lui laisse un peu de place, donc il n'y a pas trop de chamaillerie. Mais Lawson, on le connaît comme ça. Et petit big up à Yuki Tsunoda qui fait quand même un bon Grand Prix. Il connaît pas la voiture, il connaît pas encore la nouvelle réglementation. Il sort un Grand Prix Pratové, il fait un beau dépassement sur Pierre. Donc bravo à Yuki pour son assez beau Grand Prix. Ok, il finit dernière quand même notre ami Yuki. Ouais. P11, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait eu cette séquence avec Gasly qui essayait de doubler, et puis au final qui fait une boulette, qui se fait doubler lui-même à l'envers. On y reviendra peut-être quand on fera notre focus si on le fait sur Alpine. Suzanne, toi, qu'est-ce que tu penses toi de tout ça, de ce week-end Red Bull avec déjà cette non-participation d'Adjar? Alors j'ai pas trop d'infos sur la durée de ses problèmes de poignet. On avait connu avec Lance Stroll. On disait que c'était un prétexte. C'était la maman de Lance Stroll qui organisait un truc pour qu'il arrête la F1. Mais pour Isaac Adjar, je pense pas du tout que ça soit du même tonneau. Mais je sais pas quand est-ce qu'il est prévu quand est-ce que son retour est prévu. Et puis on parle aussi de la malédiction des prolongations ou des signatures de contrats. C'est quelque chose qu'on avait souvent noté côté Barbecue Sport Club, je crois même pas que sur la F1 d'ailleurs. Quand il y a des footballeurs qui signent des gros contrats, ils ont un petit contre-coup sur le moment. Comment t'as vécu toi ce Grand Prix côté Red Bull? Je suis un peu étonnée effectivement qu'on n'ait pas d'infos sur Adjar. Ça m'inquiète un peu parce que hormis dire une blessure au poignet lors de l'entraînement et encore même Febro, c'est pas étendu dessus sur Canal. Bon, c'est pas Potinland, Canal+, mais quand même. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu nébuleux. Donc j'espère que c'est pas plus sérieux que ça ne devrait. Lance Stroll, je suis pas tout à fait sûre que ce soit son poignet qui soit à l'origine de ces scores depuis l'affaire du poignet, mais enfin voilà, en espérant que ça soit mieux pour Adjar. Moi, tu l'as un peu abordé. Effectivement, Red Bull, on n'a pas tellement eu le temps de voir. Il y avait Lawson comme d'habitude, mais agressif comme l'a dit Nico. Mais moi, j'ai un vrai sujet éthique quand même avec les écuries sœurs comme ça, sachant qu'en plus il ne reste que Red Bull dans cette situation-là. En soi, là, il y avait pas c'est pas dramatique. Ils font des chassés-croisés de pilotes, ok, pourquoi pas. Mais éthiquement, on voit quand même à quel point on n'hésite pas à sacrifier, et s'il le faut, Racing Bulls pour Red Bull. Et ça pose quand même des questions éthiques. Là, pour le moment, Red Bull n'est pas du tout en capacité de concourir à quoi que ce soit, si ce n'est le midfield, et ils sont un peu tout seuls au milieu de ce classement dans leur positionnement. Donc, il n'y a pas tellement d'enjeux. Mais on l'a déjà vu à l'époque où il y avait encore bataille avec Mercedes. Il y a quand même eu des fois où ils n'ont pas hésité à se servir de Racing Bulls, devait être Visa, Cash, enfin bon bref, tous les noms qu'elle a pu avoir en très peu de temps, pour satisfaire, soit en donnant la spie, soit en sacrifiant carrément la course de Ricciardo pour que Hamilton n'ait pas le point du meilleur tour en course.
Il y a quand même un sujet. Alors, je veux pas m'aventurer sur un terrain qui n'est pas le mien, mais c'est un peu le cas avec les équipes Ineos en foot où il y a des questions la qui sont multipropriété, soulevées parfois. même pour les joueurs. Ouais. Non, mais Voilà. les équipes Red Bull, tu peux le dire, hein, entre le Salzbourg Red Bull et le... Tous les équipes Luco, peut-être. Plus sur le. Ouais. Parce que Ineos sont. Alors, il paraît qu'ils ont des équipes. C'est un autre débat, mais il paraît qu'ils ont des équipes de foot. Bon, question mérite d'être posée, mais. Il n'y a pas Mais que après, lui, oui, il y a pas que. Il y a les capitaux américains aussi, parce que même on avait une période où il y avait Milan AC, Toulouse Football Club qui était concerné, puisqu'ils se retrouvent, l'autre club se retrouve en Coupe d'Europe. J'espère que ça fait bizarre de le dire, mais c'était vrai. Et ils auraient pu être à peu près dans le même niveau que le Milan AC. En tout cas, c'était interdit dans les statuts. Ils ont dû faire travailler les experts comptables pour inventer un truc enfin voilà, pour trafiquer tout ça. Mais oui, effectivement, dans le foot, c'est censé être un problème. Alors après, quand on voit le niveau actuel des instances gouvernantes du football, c'est un problème, mais c'est pour, je sais pas pour qui d'ailleurs, pour les spectateurs qui sont un peu gauchistes comme Lens et Takuma et un peu Suzanne. Alors je sais pas, je plaisante évidemment. Mais en tout cas, moi, ça m'embête en F1. Je trouve toute ma construction éthique frissonne de ce truc-là. Et c'est le seul truc que j'en retiens parce que c'est vrai que, je sais pas, peut-être que j'étais pas très concentrée, mais oui, Lawson n'a pas fait une très mauvaise course. Tsunoda, je l'ai pas vu, alors qu'il finit P11, c'est pas si mal. C'est pas sa voiture. Il se retrouve parachuté là-dedans au dernier moment. Mais voilà, aucune des deux n'a brillé et moi je ne retiens que ça. Donc je ferai ma gauchiste primaire. Non, mais tout est politique. De toute façon, tout est politique. Takuma, je t'ai traité de gauchiste, c'était une blague. Qu'est-ce que toi tu penses? J'assume. T'assumes? Oui. Je vous l'ai dit, droit dans les yeux. C'est quoi la citation de je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux? C'était Cahuzac, là. Je me rappelle plus. Ouais, je n'ai pas de compte. Je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Ouais. On parlait de gauche, on parlait pas de... Bref, bon. Petite stat pour vous les abonnés. Ça fait 3 grands prix où quand Max Verstappen se qualifie en 7ème sur la grille, il ne finit pas. Voilà, les 3 derniers où il fait 7ème en qualif, il DNF. Donc il faut que Max Verstappen ne fasse plus 7ème en qualif. Apparemment, c'est... Sinon, et je pense qu'il fait autant une erreur que sa voiture est quand même assez compliquée cette année. C'est pas la première fois où elle a un comportement bizarre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche sur cette Red Bull. On parlera, alors peut-être qu'on fera le point derrière, mais dans le même virage, Bortoleto qui fait un 3-6 et Hülkenberg qui l'évite par je sais quel miracle. Bravo à lui parce que je sais pas comment il n'y a pas un crash entre les deux coéquipiers à haute vitesse et c'est un drame parce que à cette vitesse là c'est dans ce banking en plus ça peut faire un gros strike avec plusieurs voitures. Ouais, c'est un miracle qui est pas en bowling. C'est un miracle. Ange gardien. Nico, c'est ange gardien à ce moment-là. Ouais, et pour revenir du coup sur sur Red Bull. Du coup ils seront bien embêtés les têtes pensantes de Red Bull parce que comment tu veux virer Liam Lawson après un tel week-end? Il découvre la voiture, il fait 7ème, il était juste derrière Verstappen en termes de rythme en qualif, il était vraiment pas loin donc tu peux même pas dire il était largué, donc c'est la preuve quand même que Red Bull a quand même travaillé pour qu'il y ait une deuxième voiture qui soit potable, donc c'est bien. Je veux dire, il y avait des grosses rumeurs, Lawson, machin et tout. Pour moi, tu peux pas le virer. Sur des termes purement sportifs, tu peux pas dégager Liam Lawson. J'avais pas trop compris ces rumeurs de virer Lawson. Alors il y avait des choses qu'on voyait pas, je pense, parce qu'à l'époque, quand c'était vraiment, ils en avaient parlé directement. Il était au même niveau que son coéquipier. Il y avait rien eu. Il y avait pas eu d'incident particulier. C'était plutôt pas trop mal. Et là, ça n'a pas changé. Il est quand même pas. Oh non, pas mal. Pour moi, il fait une belle course. Alors après, il a profité du statut de sa voiture, c'est-à-dire qu'elle est la moins bonne des meilleures et la meilleure des autres, mais de loin la meilleure des autres. Donc il a fait une course anonyme, mais il a pris les points. Il pouvait pas faire mieux, il a pas fait pire. Bon bravo. Hein. Il a une pénalité aussi.
Il y a une grosse pénalité. Oui, il prend à la fin, ouais, il prend 10 secondes. 10 secondes, ouais, il est passé de 7e à 7e, bravo à lui. Et qu'est-ce que je veux dire? Et pour Tsunoda, premier Grand Prix dans cette réglementation, il arrive chez Wecarb. Il arrive chez Wecarb et il finit devant son coéquipier qui pourtant fait une très belle saison, Lindblad. Il sort souvent dans les satisfactions de l'année. Bravo Yuki, ça montre qu'il y a quand même un pilote chez ce garçon. Que je serais pas surpris qu'il y ait une ou deux écuries qui peut-être décident de regarder pour une place potentiellement au hasard, une écurie en 4 lettres qui voudrait se débarrasser d'un Français qui n'est plus en odeur de sainteté, par exemple. Je serais pas surpris. On verra ce que répond Nico Rosberg à cette odieuse allégation. Et c'est pas moi qui les lance, les allégations sur Ocon, ça fait des mois malheureusement qu'on entend que... Bon, ça m'emmerde, hein. Moi évidemment que je veux des pilotes français en F1. Il va aller chez son pote. Il va aller chez son pote Stroll à Aston Martin, ils sont potes, donc il va aller là-bas avec lui, c'est bien. Oui, il paraît que si Alonso s'en va, ce serait Ocon. Bon, pourquoi pas, hein. Et il paraît d'ailleurs, c'est sorti tout à l'heure, que Toto Wolff aurait été aperçu au siège social d'Aston Martin pour discuter du moteur Mercedes. Paraît-il que si le moteur Honda ça va pas, ils vont tout de suite aller repartir chez Merco. Bon, écoutez, nous, on verra. Mais on avait fait un lien quand même entre Tsunoda et le moteur Honda aussi. Oui, mais du coup, là, je pense de toute façon, le moteur Honda, j'ai l'impression que ça va pas, quoi. C'est plus possible. Il y a un gros souci. Aston Martin, ils en peuvent plus déjà. Bref. Mais Tsunoda, sur le pilotage pur, il a montré sur ce Grand Prix, il avait montré auparavant que c'est un pilote qui a tout à fait sa place, hein. Je veux dire, là où je pense qu'il doit être dégoûté, c'est que Williams, ils ont fait la très bonne idée de mettre 30 millions par saison à Carlos Sainz. Alors ça, va falloir en parler, hein, du blanchiment d'argent. Je vois que ça, hein, c'est pas possible. Je veux dire, que tu gardes Carlos Sainz, c'est un bon pilote, il y a pas de souci, c'est pas le 30 millions la saison. Dans cette économie, Carlos Sainz, il vaut 30 millions la saison. Ils ont vu quoi, Williams? En plus, il y a encore 4-5 ans, 30 millions, c'était même pas le salaire, enfin c'était plus que le salaire de Leclerc. Alors je veux bien que l'inflation soit passée par là, mais Hamilton était à 40, hein. Ouais, et c'était déjà énorme. Bah oui. Après quand tu vois ouais, et après quand tu vois bon, après c'est un autre pilote, mais on voit Max qui prend 100 millions. Oui, c'est finalement là, bon, présentement, c'est la voiture qui gagne pas. Mais il gagne avec une voiture qui gagne pas. Ouais, après, là, actuellement, on met Max dans une Williams. Je suis pas sûr qu'il aille très souvent en Q3, hein. Après, après, c'est gestion RH et les contrats, tout ça. Mais bon, Verstappen, il y a quand même une signature qui pèse un peu plus dans le game que Sainz. Et puis en plus, effectivement, comme l'a dit Suzanne, ce qui était justement, et Nico l'a dit quand il a parlé de Red Bull et de Verstappen sur les 2 dernières années, il avait une voiture qui était quand même pas dominante et pour autant, il a quand même sorti des masterclass en course incroyables. Donc ça, Sainz, effectivement, chez Ferrari, pour aller un peu dans ton sens, Lance, par moment, il faisait de l'ombre à Charles Leclerc. La saison où il s'en va, avant que Hamilton ne gagne, c'était quand même lui la dernière victoire Ferrari. Donc ça faisait de l'ombre. On se demandait quand même effectivement qu'est-ce qui justifiait que Ferrari se sépare de Sainz et par rapport à ce statut d'indéboulonnable de Charles Leclerc. Mais oui, c'est maintenant qu'on parle effectivement de cette silly season qui n'aura peut-être pas lieu, avec le pauvre Piastri qui va, je ne sais quoi faire côté McLaren, et d'autres qui, effectivement, cette prolongation côté Sainz, côté Albon chez Williams, côté Alpine, on avait parlé de Alonso qui allait revenir après Aston Martin. Je sais pas ce que t'en penses, tiens, Nico, de tout ça, de ces mouvements possibles ou pas d'ailleurs. Il y a eu tellement de rumeurs pour rien, ça a tellement fait pchit. On parlait d'Albon qui allait quitter Williams, il a été prolongé, personne ne sait pourquoi. Ça parlait qu'Alonso rejoigne Alpine, donc le poste Aston Martin s'ouvrait pour un Ocon ou pour un autre. Là, apparemment, Ferrari veut absolument placer Camara, donc qui est en leader de la F2 chez Haas. Ils le veulent absolument.
Il y a tellement de rumeurs à droite et à gauche. Colapinto va rester à Alpine, alors je vois toujours pas ce qu'il apporte. Il va rester? Apparemment, oui. Apparemment, il est parti pour rester. Il apporte trop d'argent au niveau sud-américain. Comme... ouais. J'ai du mal à comprendre ces histoires de contrats, de sponsoring. Bon, c'est pas mon domaine. Moi, j'aime voir de la course, j'aime voir des pilotes qui savent piloter. Sainz est un super pilote pour moi. Il mérite pas 30 millions, surtout avec la Williams. Comment Williams peut sortir 30 millions déjà? Il y a un problème déjà là. Comment une écurie qui est complètement à la rue peut sortir 30 millions comme ça pour un pilote? D'où l'explication logique du blanchiment, effectivement. Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur tout ça? Est-ce que quelqu'un a envie de dire un truc, ou est-ce qu'on parle peut-être un peu d'Alpine ou des autres écuries? Je vous laisse choisir. Takuma, tu as envie d'ajouter des choses sur ce Grand Prix? Non, pardon, je regarde le Celtic en train de se faire remonter par l'Asque. Je suis actuellement mort de rire à l'intérieur. Je hais ce club, donc je suis très content. Non, sinon, sur ce Grand Prix, non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai trouvé quand même relativement soporifique. Ouais, j'ai été étonné que beaucoup de gens le notent très bien. Du style du 7, du 8. Bah ouais, mais c'était bien au début, c'était bien à la fin, puis au milieu, c'était... En fait, c'est quand même assez rare. Mais à un moment, tu sais, je regarde, je lève, je fais 37e tour. Et je me souviens avoir soupiré très fort, quoi. Après, il y a eu l'arrêt quand même qui a duré aussi longtemps au début. Après le crash de Verstappen. Non, mais d'accord, mais... il y a eu après, à la fin, effectivement, il y a les Williams qui ont fait c'est vrai qu'on n'a pas noté ça, mais oui, on n'a pas parlé de ça. La prolongation qui est malédiction. Les prolongations, elles ont été fêtées, hein. Elles ont été fêtées ce week-end. Hein. Chez Williams, ils ont bien géré, mais franchement, c'est marrant parce que moi, je suis pas toujours très bon public. Là, pour le coup, j'ai bien aimé ce Grand Prix. Bah, moi, je l'ai pas trouvé très fun. Alors après, il y a tout le côté de stratégie qui reste une partie intéressante, puisque vas-y que ça s'arrête, ça débloque des trucs, notamment pour ça, et ça suit. Donc ça, j'entends, ça, il y a un truc intéressant là-dedans. Après, en course, il y a eu le moment avec la bataille du midfield qui a eu le droit au plein écran, incroyable. Ouais. Ils étaient plus en picture in picture, ils ont eu le droit au main screen. Ils disent, oh là là, oh mon Dieu, c'est pas vrai, des dépassements en plein écran, oh, il va neiger. Et puis non, mais après, quand je vois ce Grand Prix et qu'il est plus à la carte, je me dis je vois pas ce qu'il a envié à d'autres. Au final, moi ça me dérangerait pas de le laisser. Alors après, c'est vrai que c'est un Grand Prix très étroit, donc c'est compliqué de dépasser, hormis la ligne droite de départ arrêté, peut-être un ou deux freinages, mais il y en a pas beaucoup. Mais bon, voilà, pas emballé par ce Grand Prix, et il va y avoir le Madring dans pas longtemps. Alors ça, je l'attends comme on regarde un accident de voiture sur l'autoroute. Hein, je regarde pas avec passion, mais avec curiosité morbide. Hein, ça va être un drame, je pense. Mais pourquoi? Non, mais qu'est-ce qui fait que ton appréhension, ta résistance au changement? Est-ce qu'ils seront prêts déjà? À chaque fois, on dit ça, mais ils finissent par l'être. Hein. Bougez pas. Ils n'ont pas le choix. Hein. Il y a eu 19 drapeaux rouges aujourd'hui sur les 6 heures de test en F3 sur le Madring. Voilà. 19. Mais là, au moins, tu vas pas t'assoupir devant le Grand Prix, là. Si dure 3 heures, si. Hein, c'est clair, oui, ça va être long. Alors, entendons-nous bien. Je souhaite pas que les pilotes ils satellisent dans un mur. Je veux pas qu'ils risquent leur vie. Enfin, ils le risquent, mais je veux dire, je veux pas qu'on en arrive à des destructions de voitures. Ça va, je joue à Destruction Derby ou à Burnout pour ça, il n'y a pas de problème. Moi, je veux des grands prix où il y a des batailles, ça se dépasse. Il y a aussi l'aspect tactique des arrêts au stand. Mais je veux pas que ce soit un grand prix où ils risquent leur vie parce que le goudron est pas bon, les virages sont dangereux, il n'y a pas de visibilité. C'est bon. Je me souviens c'est dans 3 semaines. Moi, j'ai un peu peur quand même. Ok, il y a un super banking. Ouh. Bon. On verra, hein, mais je suis pas confiant. Je pars pas confiant pour le Madring. Il y a Monza avant, donc là, bon, ça ira vite, c'est bien. Même si le super clipping dans la ligne droite, il va être drôle. Hein.
Ah, la FIA qui va tout faire pour pas montrer les graphiques de vitesse, faire ça va être un bonheur. Hein. Et ils vont pas essayer de monter un petit peu le déploiement d'énergie, rajouter quelques mégajoules de déploiement pour éviter ce genre de choses. Bah alors là, tu m'en demandes un peu trop. Ça serait quand même pas mal. Mais là, déjà, c'est dès l'année prochaine que je vais pas dire une bêtise, là on était sur du V6, mais ils reviennent pas à des moteurs un petit peu plus gros aussi je crois que c'est la niveau saison thermique. encore après, c'est 2028 qu'ils en parlaient. C'est 2028 ? Il me semble. Ouais. Mais sinon là j'ai regardé vite fait là pour essayer de trouver ce sur quoi on s'interrogeait avec Isaac quand est-ce qu'il pourrait revenir. Fracture du poignet, donc pour un pilote de Formule 1 c'est quand même un ballot. Ah, c'est cassé. Ouais, C'est fracture. juste une blessure. Ouais, apparemment c'est fracture du poignet et surtout c'est qu'il les a prévenus la semaine dernière quoi. C'est-à-dire enfin la semaine avant le Grand Prix. Donc Tsunoda il a eu 10 jours pour préparer. Hein. Il était en vacances tranquillou et Tsunoda a eu 4 jours. Hein. Ils l'ont prévenu mardi. Hein. Ah c'est ça, tu vois. Donc mais après Hadjar il se blesse le dimanche, donc bon il y a que 2 jours entre les deux. Mais moi je crois d'après ce que j'avais lu, il revenait à Monza, donc là je suis étonné qu'il y ait une fracture entière. Moi là dans les trucs j'ai vu fracture. Il avait même c'est ce que disait je crois Febro ou c'est qu'il avait appelé Marc Marquez, le pilote de GP, de MotoGP, pour avoir des petits conseils parce que Marc Marquez il a dû se péter à peu près tous les os du corps tellement il est tombé et il avait justement eu des soucis au poignet. Il était revenu assez rapidement. Donc peut-être que, mais en tout cas, la durée d'indisponibilité, là sur les derniers articles même parus il y a quelques heures, ils en savent rien. Donc ça serait alors peut-être Monza parce que finalement t'es quand même beaucoup en ligne droite, tu t'en prends peut-être un petit peu moins et encore, tu fais quand même un certain nombre de tours, mais un circuit urbain Madrid, si t'as un peu mal au poignet, c'est mort. C'est dangereux. N'importe quel circuit, si t'as pas ton poignet un peu fonctionnel, c'est un enfer. Hein. Tout ce que tu prends, même en ligne droite, les vibrations que tu te prends, etc., c'est un enfer. Alors si c'est une petite fracture qui peut avoir une espèce de résine légère pour lui tenir et allez, peut-être qu'il va serrer les dents et ça ira. Mais s'il y a une vraie fracture, je pense que mon Lawson, on va le voir chez Red Bull encore un petit moment. Ouais. Même les petites fractures, parce que je me suis... pour l'anecdote, ma kiné est kiné de la fédé de roller. Ça n'a aucun rapport. Il y a des roues. Mais tu te pètes souvent les poignets et les chevilles dans ce... Oui, je me pète plein de trucs. Mais je me suis cassé l'os scaphoïde. C'est le plus petit os du poignet. D'ailleurs, il est même presque dans le pouce, en fait. Et bref, ma kiné, qui est fan de sport, qui ne bite rien au sport auto, mais qui, c'est notre seul sujet de conversation, elle essaie de me parler sport. Du coup, dans le cadre de ces trucs de kiné de fédé, elle connaît des kinés de sport moto et auto. J'en sais pas bien grand-chose de plus. Mais pour le scaphoïde, qui est un tout petit os de rien du tout, ça, par exemple, c'est catastrophique pour un pilote. Alors que c'est une micro-fracture. Hein. Ça peut arriver très facilement. Enfin, voilà, c'était la minute médicale ratée. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est la petite pastille physio-médicale de Barbecue Sport Club. Parce que, et d'ailleurs, les anecdotes de Suzanne Lou, si on pouvait vous partager le groupe WhatsApp, je pense qu'un éditeur nous appellerait tout de suite pour que les mémoires de Suzanne. Un spin-off de Barbecue Sport Club, ça peut partir à tout moment. Pourquoi pas, comment on appelle ça là. Les coulisses de Barbecue Sport Club, il y aurait des choses à raconter. Mais alors, ok, très bien, on est revenu sur Hadjar, mais est-ce qu'il y avait des choses à dire sur les autres écuries? On a parlé de Williams qui a prolongé ses pilotes et qui a bien rigolé sur ce week-end. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire ou est-ce qu'on parle tout de suite de Monza et on fait les petits pronos avant de se séparer? Il faut quand même parler un peu d'Aston Martin. Parce que Aston Martin, c'était quand même la valeur sûre DNF, voire tu les mettais derniers du Grand Prix. Là, Alonso, il fait P8, quoi. Après, ils ont quand même un DNF, non?
Oui, mais bon, le pilote en CDI ne compte pas. Hein, donc, mais non, mais c'est quand même pas mal. Et, déjà, on l'a entendu hein, dans pas mal d'interviews, même un peu avant les vacances, il commençait à combler les écarts. Là, finalement, il revient pour essayer de se battre pour passer déjà en Q2. Ce qui est là où en est Aston Martin, c'est ils reviennent de nulle part. Et là, maintenant, si Fernando commence à se battre pour au moins décrocher des points, c'est quand même un gros pas en avant, quoi. On a assez tiré sur Aston Martin pour leur mettre pour les féliciter sur ce coup-là, quoi. Il y a pas mal de DNF, donc Alonso y arrive aussi parce que certains pilotes devant n'ont pas fini la course, sont loin. Après, Alonso est un super pilote, on le sait. Donc, même avec une Aston Martin avec un quart de puissance, il est capable d'aller chercher 10e place, 1 point ou 2 points. Est-ce que tu es en train de dire que ce serait circonstanciel? J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Après, il n'empêche que c'est quand même bien mieux dans tous les cas que ce que ça n'était jusqu'il y a quelques Grands Prix. Donc ça, c'est indéniable. De faire pire. Hein. C'est indéniable, oui. Ici, il y a Cadillac maintenant. Hein, Complètement. Mais on préférerait qu'ils finissent pas, en fait. Les freins n'ont pas cramé, c'est déjà ça. Bottas a abandonné, mais les freins n'ont pas cramé, donc c'est déjà un avancement. C'est vrai qu'il y a du mieux, de ce point de vue-là. C'est ça, peut-être que... C'est quoi le truc qu'a dit Lance? C'était on fait plus rire, mais on fait pas encore peur, ou c'est peut-être ça? Bon, alors, ils ont peut-être encore, on peut rigoler un peu. C'est l'inverse, on fait pas encore peur, mais on fait plus rire. C'est ça. Ok, bon alors on va faire je le ferai graver sur une plaque en marbre. Ton épitaphe. Ah, ça peut être ouais. Mais ça serait plutôt l'inverse. À défaut de faire peur, il nous faisait bien rire. Peut-être on le mettra dans l'autre sens. Quoi. Ça peut être pas mal. C'est pas mal. Mais c'est bien d'y penser. On est jamais assez près, c'est ça. Bref. Pronostic pour Monza. On va demander à Nico de nous faire son pronostic. Lui qui est le nouveau, c'est lui qui prend tous les risques. Je l'espère, c'est plus que l'espère que de penser, mais je pense que Ferrari sortira un podium. Après, je vois Antonelli aller chercher la victoire chez lui. Cette fois, il a appris ses erreurs, il a appris. Ah non, Antonelli part de derrière, pardon. Après, ça c'est un sacré prono là sur les sites de Paris, c'est truc de ouf. Antonelli, ouais. Non, dans ce cas-là, pourquoi pas Ferrari? Une victoire de Ferrari à Monza. Mais alors attends, il faut le prono, c'est le podium. Hein. Donc Ferrari, c'est après tu mets les deux dessus. Norris sera là, donc Hamilton, Norris, Leclerc. Ah ok, pas mal. Et tu vois un peu 4e Antonelli qui est remonté du fond pour remonter. Je vois Antonelli remonter, passer devant Russell, mais pas pour le podium, ça serait un peu trop loin. Après, Monza est un circuit de dépassement. Et Mercedes est supérieur à 95% des écuries. Donc, toi, tu dis ça parce que t'aimes pas Russell. C'est bon, on a vu clair dans ton jeu à Nico Rosberg. Je suis pas absolument pas fan de Russell, mais voilà. Ok. Bon, Mercedes fait tout pour qu'Anthony soit devant lui. Donc, quoi qu'il arrive, si Anthony revient en direction de Russell sera là pour l'aider à sauver quelques points quand même pour le championnat. Ok. Lance, qu'est-ce qui va se passer à Monza? Le petit prince en rouge va l'emporter, c'est ça? Non. Non, moi je vois pas de Ferrari sur le podium. Je pense la passe de 3 pour Norris, parce qu'avec un Antonelli qui part de tout derrière, ça sera quand même compliqué pour revenir. Donc un Norris, Russell parce que la Mercedes sera là. Et derrière, allez, un petit Verstappen parce qu'il a des choses à se faire pardonner quand même sur vis-à-vis du dernier Grand Prix. Donc, il aura la niaque même s'il n'a pas la voiture. Ok, Takuma, je te vois concentré sur tes petits papiers là. T'es en train de... Je regarde l'avenir. Oui. Pas du tout. Droit dans les yeux. Non, moi je vais prendre la grosse cote parce que j'aime bien prendre des grosses cotes et que ça me fait rire de tenter des choses parce que voilà. Hamilton, Leclerc, Antonelli. Ah oui. Oh, non mais là, t'imagines que le lendemain c'est jour férié en Italie, faut se remettre de la soirée. Mais je veux voir ça, je veux voir
l'immense bordel en bas du podium. Je veux voir ça serait 90 000, 100 000, je sais pas combien ils seront chantés Fratelli d'Italia. Je veux voir ça, je veux entendre ça. Et donc Hamilton pour sa première victoire de la saison, c'est ça. En plus. Ouais. Mais c'est ce que l'histoire retiendra, dans tous les cas. Tout le monde aura oublié la Catalogne. Ouais, ça passera après. Par contre, si jamais Hamilton gagne en effet Monza avec l'écusson Ferrari, oh là 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 là. Il y a quelques photos iconiques à faire, en effet. Oh là 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 là. On a pas fini d'en bouffer. Hein. Ça, c'est... Mais moi, perso, j'avais prévu de miser là-dessus. Bah, tu peux. Rien ne t'empêche. Le même pronostic Hamilton, Leclerc, Antonelli? Non, Hamilton, P2 Antonelli et P3. J'hésite entre Russell ou Norris, mais je vais dire Norris. Ok. On a quand même 3 fois Hamilton vainqueur là sur 4 personnes. Ouais, 3 fois Hamilton, mais parce qu'on a envie, on veut de l'opéra. On veut de l'opéra, on veut du grand spectacle. On est des. Moi, je le vois même pas sur le podium. Nous, on est des Américains. Hein. C'est Barbecue Sport Club. Yeah. Écoutez, moi, je vais mettre. J'aimerais. En fait, il faut jamais parier avec son cœur, sinon. On est trop passionné. Sinon, on est trop passionné. Attention. C'est bien pour ça que les sites sportifs font autant d'argent. C'est-à-dire que tu paries avec ton cœur et pas avec ta tête. Hein. Ouais. Alors, moi, je vais mettre Verstappen. Verstappen Hamilton. Ah bah là, c'est ni la tête ni le cœur là. Qu'est-ce que c'est Je sais pas. Voilà, c'est un panic buy de fin de mercato pour l'Olympique de Marseille. Ok. Bon, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Mais attends, mais t'as dit Verstappen, mais t'as pas dit qui tu mettais après. Si, Hamilton Norris. C'était cool. Hamilton Norris. Norris, ok. Voilà. Ça laisse sans voix, hein. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un bruit. À vous les studios. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que c'était bien cette premier barbecue F1, Nico? Est-ce que tu t'es senti bien? C'est plaisir de parler F1. C'est plaisir de parler F1 avec des gens. Autour, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la F1, surtout Luxembourg. Quand j'ai travaillé au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la F1, donc fait plaisir d'avoir des gens qui en parlent. Ok. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Eh bien, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines après ce Grand Prix de Monza, après cette victoire possible de Hamilton, et ce doublé Ferrari incroyable en Italie, ça serait un truc de ouf. Bref, ne croyez pas ce que disent les sites de paris sportifs. Allez, salut, ciao. Ciao.